Tu réussis à éliminer le joueur à la bulle de la table finale. Tu dis que c'est pas le flip le plus important de ta vie, mais qu'il a rapporté beaucoup d'argent. Oui, ce coup est très important, bien sûr. Il est très important, mais c'est pas le plus important de ma carrière. Et j'ai déjà joué des coups qui valaient plus d'argent que ça. Je pense à un bon 35 000, 50 000, je pense quand même. Donc, ouais. Hello la Team Poker Pro, on se retrouve aujourd'hui pour une interview très spéciale puisqu'on a l'immense honneur de recevoir Jonathan Pastore. Salut Jonathan, la forme? Salut Maxime. La forme, c'est pas le mot que j'emploierais. Je viens littéralement de revenir de Monaco cette nuit à 6h du matin en voiture. Un peu fatigué, mais content. Pour ceux qui suivent le poker, je pense que vous connaissez tous Jonathan. En revanche, ceux qui connaissent pas le poker, pour vous informer, je vous invite à regarder la première vidéo interview où on a eu Jonathan il y a quelques semaines, où on a vraiment présenté ta carrière de joueur pro, tes récompenses, tes trophées, ton parcours en tant que coach de poker sur pokerpro.fr, mais aussi sur le fait que tu es à l'origine d'un projet où vous stackez un des élèves à hauteur de 50 000 $ pour participer au prochain WSOP qui auront lieu en juin-juillet. Mais petit aparté, aujourd'hui on parle d'un sujet qui nous passionne et qui nous intéresse tant. C'est un sujet d'actualité puisqu'il y a quelques jours, tu as récemment participé à un tournoi live de poker qui se situait à Monte-Carlo. Il s'agit de l'EPT. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que l'EPT et ce que représente l'EPT Monte-Carlo dans le milieu du poker? Ouais, l'EPT Monte-Carlo, c'est l'European Poker Tour. C'est PokerStars qui en fait la promotion. Enfin, c'est vraiment un événement PokerStars en fait. Et c'est l'EPT considéré comme le plus prestigieux parce que c'est l'EPT qui est là depuis le début. Si je dis pas de bêtises, il a toujours été présent. Avec l'EPT Barcelone, c'est vraiment les deux étapes un peu clés de l'année, mais Monte-Carlo, ça reste l'étape un peu qu'on appelle bala, l'étape un peu qui attire de nombreux joueurs qui ne viennent pas d'habitude. Notamment, il y avait Phil Ivey, Patrick Antonius qui étaient présents là sur cette semaine, donc qui viennent très rarement jouer en Europe. Et voilà, donc c'est vraiment l'étape européenne la plus prestigieuse, on va dire, avec les WSOP Europe, je pense. C'est une organisation incroyable de chez PokerStars aussi, avec une player party incroyable, avec une vue sur mer. Enfin voilà, c'est vraiment un cadre incroyable, exceptionnel pour jouer au poker. Donc tu me dis si je me trompe, mais au sein de cet event, ce festival, donc il y a plusieurs tournois, des variantes différentes, passant du PLO au Texas Hold'em, avec d'autres variantes aussi, les qualifiers, pour intégrer des tournois un peu plus prestigieux, passant par des Mystery Bounty et plein d'autres, et aussi le main event. Au début de ce festival, du coup, est-ce que tu peux nous raconter, c'était quoi ton programme? Est-ce que tu avais déjà décidé de jouer des tournois spécifiques ou pas? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu vivais à ce moment-là? Pour répondre à ta question, mon programme au début c'était vraiment me concentrer sur donc il y avait un 2000 € high roller de FPS, donc c'était mon premier tournoi du festival, et ensuite l'idée c'était vraiment de me focus sur le main event, et au cas où le main event se passait mal, j'avais prévu de jouer le 3000 € Mystery Bounty et éventuellement le 25 000 high roller. C'était les tournois que j'avais un peu en visuel sur le festival. J'avais pas prévu de faire un gros festival parce que l'étape d'après c'était d'aller à Chypre de base, donc je voulais pas spécialement jouer beaucoup d'événements, c'est juste des événements un poil plus chers que ce que je joue d'habitude, enfin dans l'average de ce que je joue habituellement, mais l'idée c'était de me préserver quand même pour Chypre et puis pour Vegas après. Mais c'est vrai que PokerStars offrait une diversité d'événements avec de tous les buy-in, des 300 €, à la fin il y avait un 330 € le dernier jour. C'est quand même un poil plus cher, Monaco quand même, globalement les tournois sont un peu plus chers, mais ma priorité c'était vraiment focaliser sur les tournois les plus gros du festival, éventuellement quelques turbos du soir, parce que c'est des bons taux horaires au final. C'est des tournois où on a des retours sur investissement assez faibles, mais par contre nos taux horaires sont très bien, on joue que quelques heures pour gagner 20-30 000 €, donc c'est des très bons taux horaires pour le poker live, donc voilà, c'était des tournois que j'avais prévu de jouer aussi jamais dans la journée ça se passait mal. J'ai joué que 2 tournois en fait, c'est pas compliqué, seulement 2 tournois et 100% d'item du coup. Donc ouais, t'as décidé en fait de jouer ce tournoi. Je vais revenir sur le deuxième que t'as cité, le tournoi qui est le main event, donc avec une inscription qui est à hauteur de 5 300 € l'entrée, et là c'est vraiment un tournoi qui est ultra compliqué parce qu'on a un field de plus de 1000 participants. Comment tu te prépares à ce genre de tournoi? Je fais pas d'exception, je me prépare de toujours la même façon pour un tournoi que j'aborde, c'est-à-dire que je privilégie vraiment le sommeil, la récupération, c'est un truc vraiment que j'aborde énormément. Je fais pas énormément d'exercices, à part des exercices de respiration quand je suis un peu excité dans les fins de journée, si j'ai un deep run par exemple. Mais globalement, voilà, juste le sommeil. Je fais pas grand chose, que ce soit le main event ou pas. Juste, je me prépare de la même manière que je me prépare pour n'importe quel tournoi. Ça, c'est un truc où je surélève pas un tournoi plus que l'autre. C'est juste que évidemment, il y a des marathons. Le main event, c'est un marathon.
Donc il faut être vraiment bien préparé, il faut faire des bonnes nuits de sommeil. Ça nécessite plus de, on va dire, d'endurance, donc il faut être vraiment prêt. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un poil plus attention à l'alimentation, ce genre de choses. Mais du coup, l'idée c'est vraiment de prendre le tournoi comme si c'était le même tournoi, que genre chaque tournoi, pour moi c'est les mêmes tournois. Les structures sont différentes, donc il faut s'adapter quand on est dans le jeu. Je veux dire, il y a une adaptation technique qui se fait, mais dans la préparation pré-tournoi, j'aborde n'importe quel tournoi pareil. En fait, du moment que je m'inscris à un tournoi, dans ma tête, je l'aborde de la même manière en termes de préparation. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'arriver vraiment frais le lendemain et petit festival de 10 jours. L'idée, c'est j'aborde n'importe quel tournoi de la même manière. Donc plusieurs day pass en fait pour ce main event, puisque tu me dis que c'est un marathon sur plusieurs jours, et puis tu arrives à passer la bulle pour arriver aux places payées. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? Bah déjà, c'est cool hein, de toujours pareil, d'avoir une petite ligne en plus sur Random Mob, plus Monégasque, une ligne à Monaco, c'est toujours intéressant. Quand on passe la bulle, c'est cool, hein. Moi j'avais un gros stack, donc j'étais très actif à la bulle. En général, c'est souvent soit je bust à 40 jours des places payées parce que j'ai pris beaucoup de risques et c'est pas passé, soit j'ai un gros stack et là, du coup, c'était tombé du bon côté de la pièce. Donc j'ai eu un gros stack pendant la bulle, donc j'ai dû abuser beaucoup. J'ai abusé beaucoup, mais pas tant que ça au final. Voilà, mais en tout cas, j'ai gagné pas mal de pots et ça m'a mis bien. Et voilà, on est encore loin, hein. La bulle, c'est fin de D2. On est encore super loin, voilà, c'est un jour à passer en plus, mais on est loin encore des grandes échéances qui arrivent dans le tournoi, quoi. Tu expliques à une journaliste qui te pose une question, en fait, que tu as été carte dead lors du D5. Tu racontes que tu jouais plus les coups pour survivre que pour essayer de monter en stack. C'est compliqué ces moments-là à gérer? Oui, c'est sûr, d'un point de vue technique, on s'ennuie, hein, c'est-à-dire qu'on fait que de passer, on subit un peu la journée. Mais c'est là où il faut avoir beaucoup de résilience, être patient. Moi, une de mes grandes qualités, je pense, dans le poker, c'est que je suis très patient. J'ai pas une excitation de me dire faut que je joue cette main-là spécialement ou autre. Je joue main par main, vraiment. Mon tournoi, c'est toujours main par main. Je suis très patient, très précis sur ce que je fais, et ça me permet justement de pas me précipiter dans un moment où d'excitation, de me dire ah là ça y est, là il faut que je le fasse ou autre, ou juste faire un bluff pourri. La seule fois où j'ai été à tapis couvert, c'était en table finale. Et même si j'ai été card dead, j'ai quand même réussi à maintenir un stack de 30-40 blindes très très souvent. Je crois que je suis tombé en dessous de 100 blindes au D4, je crois. Pour vous dire que j'avais vraiment tout le temps des jetons, j'étais vraiment dans le top 20-25 du tournoi tout le temps. Du D1 au D4 et après au D5, c'est là où ça c'est compliqué. Pour revenir à la question initiale, ouais, c'est vraiment beaucoup de résilience, faut être très patient, attendre les spots. Et justement, c'est ces structures-là qui nous permettent d'attendre, parce qu'on joue des rounds d'une heure et demie, on a largement le temps d'attendre des mains, d'éviter des spots. On peut juste éviter des spots qu'on devrait prendre sur des structures plus turbo parce que on voit moins de mains à l'heure et que voilà, et qu'on peut juste se faire déblinder plus facilement. Les main events comme ça nous permet d'être très patient et de choisir les meilleures opportunités. Tu continues dans le tournoi avec un stack qui est, comme tu le dis, vraiment bon. Tu réussis à éliminer le joueur à la bulle de la table finale contre Nathan Shoskin. À 7-2 pour l'instant, les carreaux, il n'y a personne qui a les carreaux. Pas d'habillé, on veut pas avoir d'habillé, on veut pas avoir un bout de vêtement ici. On veut pas voir rester là, on voit pas. Qu'est-ce qu'il fait? C'est fait. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce Real? Oh, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Et on fait un gros coucou à Yoshi qui est dans la place ici, les amis, qui est en train de faire un docu sur le deep run de Jonathan énorme. Pastore. C'est juste complètement dingue. Tu dis que c'est pas le flip le plus important de ta vie, mais qu'il a rapporté beaucoup d'argent. Oui, ce coup est très important, bien sûr. Il est très important, mais c'est pas le plus important de ma carrière. Et j'ai déjà joué des coups qui valaient plus d'argent que ça. Notamment sur le main event Europe où à 4 joueurs restants, je fais 2 bits contre 2-9 et ça, ce coup-là, il vaut déjà 200 000. Et ouais, c'est un flip très important évidemment, qui valait quand même des sous. Je sais pas à quel point, combien il valait, mais il valait un bon 35 000, 50 000, je pense quand même. Donc, ouais. En table finale, tu commences avec environ une vingtaine de blindes. Tu as analysé la table et le profil des joueurs. Tu peux dire ce que tu en as pensé de ta table? Moi, j'avais une table, pour une table de PT, elle est incroyable. Hein. Elle est incroyable sans manquer évidemment de respect à mes adversaires, mais la moins expérimentée que le PT ait pu connaître. Il y a toujours au moins 4-5 pros en TF quand même très souvent. Et là, en finale, on était 3, je pense, avec le Brésilien à ma gauche et le jeune Bulgare. Il y avait des joueurs compétents, ils savaient quand même tenir les cartes, mais c'était quand même, j'avais le plus gros palmarès en TF. Je savais que mes adversaires étaient inexpérimentés, qu'ils avaient jamais joué pour autant d'argent. À part le joueur de croix à ma gauche, Touloum, qui avait fait TF du 25K au PSPC, il a pris 1 million. Donc je savais que ça allait être impactant pour lui. J'ai vu à quel point ils étaient impactés aussi par l'argent. Voilà, j'ai vu tous ces trucs-là. Je vais parler un petit peu des coups un peu plus dans le détail sur la TF, parce qu'il y a quelques coups qui ont été ultra importants pour ceux qui ont regardé la table finale en live sur YouTube PokerStars. Donc la première, en fait, c'est, tu peux peut-être nous en parler après, c'est peut-être un coup qui a fait mal, c'est ta paire de 5 contre les As du fameux, entre guillemets, commissaire Dirk Van Luik, alors qu'il était au bouton et toi t'étais en big blind. Tu open ce spot en chauvant directement sur un open direct du néerlandais en fait. Oui, en gros, donc le commissaire, pour ceux qui ont suivi, c'est ça. Surnommé le commissaire par Benny You.
Non, en fait, c'est un spot où il open 15 blindes au bouton et c'est un des seuls spots de bouton qu'il pouvait open parce qu'il y avait le chip lead et les deux gros chip lead à sa droite, donc il avait le pire spot. Il avait vraiment la pire position. Alors même s'il était à leur gauche, il avait quand même la pire position, donc il devait être assez tight. Donc c'est pour ça qu'il devait être assez tight contre eux, mais dès qu'il était au bouton, il avait des bons spots parce que nous aussi on devait jouer un peu tight dans les blindes. Donc on savait que c'était un bon spot, pour lui d'open. Il open 15 blindes deep et moi j'ai paire de 5 en bébé et en fait c'est une main où j'ai envie de justement directement partir à tapis. La raison, c'est que je vais faire folle des mains comme Roi-Dame, Dame-Valet, Dame-10, ce genre de choses, des mains qui ont juste 2 overcards contre ma pocket pair, et on accomplit beaucoup. Surtout, je pense que il peut prendre trop d'open fold et avoir trop de Broadway, des choses comme ça. Il va pas partir à tapis au bouton comme ça. Même des combos peut-être suités aussi, des Dame-Valet suités, des choses comme ça. Peut-être qu'il décide juste d'open et pas de faire tapis. Du coup, en fait, ce qui se passe dans ces situations-là, c'est très dépendant du profil de vilain. Hein. Le paire de 5, en fait, assez complexe. J'ai estimé que mon adversaire, ça allait être son seul spot d'open. Donc j'ai estimé qu'il pouvait avoir un range quand même bien loose, c'est pour ça que j'ai fait tapis. Si par contre maintenant j'avais estimé sa range plus tight, j'aurais juste décidé de payer, mais là j'avais trop d'intérêt à juste faire tapis moi-même. Essayer de faire fold justement comme je l'ai dit, les 2 overcards qui ne vont pas payer mon tapis, enfin qui vont pas en tout cas engager sa survie dans ses pieds. Donc voilà, malheureusement j'ai run dans 2 as. Il a dit, il a déclaré qu'il avait été chanceux contre moi dans cette situation-là. Mais voilà, donc perdu ce coup-là, mais bon, ça m'a mis un peu. C'est vrai que ce coup-là il m'a un peu dans la sauce. Maintenant, après, il y a un autre spot derrière qui me remet bien, donc voilà, j'ai eu quand même des petits swings sur cette TF. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu parles de l'autre spot qui t'a remis bien. En fait, c'est le coup où t'as joué contre Angelov avec ta paire de rois. Et là, en fait, Ouais. paire de rois contre paire de dames. Paire de rois contre roi-dame, lui, il avait. Et c'était le chip leader à ce moment-là. Bah là, tu décides de faire tapis et puis bah ça paye. Alors non, c'est pas exactement ça. En fait, donc l'action, c'est qu'il a open roi-dame de carreau et le bouton, le commissaire a décidé de vérifier les papiers au bouton. Mhm. Et moi j'avais 17 blindes en grosse blinde, en fait j'avais pas 15 blindes, j'avais 17 blindes avec 2 rois. Et en fait on avait un historique entre nous, il a vu que j'avais trouvé des bluffs dans un spot où c'était très compliqué de bluffer, le As-Dame en début de TF, où j'avais 4 bêtes As-Dame off. Donc il savait que j'avais des bluffs et que je pouvais trouver des bluffs un peu difficiles à trouver. C'est la raison pour laquelle je vais pas faire tapis avec mes 17 blindes, je vais squeeze, sur relancer sans faire tapis. Et l'idée c'est de le pousser à la faute, et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite il a click. D'ailleurs il a payé super vite, donc j'ai eu peur pendant un instant qu'il ait 2 As. Mais voilà, donc du coup il a roi-dame suit. Donc il s'est un peu levé, je pense que c'est pas il aurait juste du fold, je pense. Donc voilà, je peux comprendre pourquoi il a pris roi dame suit dans sa tête, parce qu'il s'est dit juste mes bluffs ça va être des as, et donc du coup il est content de pas en avoir dans les mains. Et en fait, pour le coup, c'est moins horrible de click roi dame suit que de click as valet par exemple, ce genre de choses, parce que moi mes bluffs ça va être des as dans les mains, et ça va être un as principalement, une main comme as 4 off, as 5 off, ce genre de truc. Et il le sait, et donc voilà, c'est pour ça que le combo en soi il me dérange pas, il a raison, enfin techniquement parlant ça me dérange pas, stratégiquement parlant je pense qu'il a juste il avait un gros stack, un bon stack à ce moment-là. Je pense qu'il n'a pas besoin de spécialement de s'aventurer de son coup. Je pense que c'est une erreur stratégique de sa part, surtout contre moi. Et voilà, et on a tenu, évidemment, il fallait tenir après, et j'ai tenu. Puis, ce coup me remet bien, du coup, remet bien ensuite. Quoi. Ensuite, après le coup là, il y a un autre coup qui est assez important. C'est là où tu décides de bluffer River sur un coup face à Angelov. Malheureusement, en fait, il te croit pas à ce moment-là et il te paye et ça t'enlève une petite partie de ton stack, même une bonne partie de ton stack. Est-ce que tu peux nous l'expliquer aussi? Donc j'ai open hijack, il a défendu au bouton, et là il me couvre à ce moment-là. Donc je vais être globalement très passif sur plein de boards. C'est venu Dame 8x, je crois, Dame 8 5, Dame 8 4. J'ai essayé de checker, en fait j'avais Roi Dame, non Roi 10 pardon, j'avais Roi 10 suit, pardon, Roi 10 suit. Donc Dame 8 5 avec mon backdoor flush draw. C'est un flop que j'aurais pu bet. Mais j'aime bien aussi de temps en temps checker ces boards-là. Je pense qu'en fait, on est censé jouer peu post-flop en TF. Les gens, ça, ils ont du mal à comprendre. Parce que en fait, il y a tellement d'ICM que post-flop, on réalise jamais notre équité avec notre main. Vu qu'on a l'impact de l'argent, l'ICM pur qui est tellement fort que c'est pour ça que vous m'avez jamais vu jouer des flops quasiment, très rarement. Par contre, vous m'avez vu d'être beaucoup plus actif pré-flop. C'est parce que justement, on peut tellement peu réaliser notre équité dans une configuration dans laquelle j'ai joué. J'ai juste pris les spots pré-flop, c'est comme ça que je pouvais gagner mes jetons. Donc pour revenir sur la main, il a décidé de check back le flop, c'est venu turn dame, et là je me suis dit ok, je pense que il a encore des dames, mais en fait si on veut prendre un bluff, ça serait quoi nos bluffs? Et c'est des mains comme roi valet, roi 10, parce qu'on veut bloquer des meilleures dames dans sa range, donc on va avoir des mains comme roi dame, dame 10 suit par exemple, enfin on veut bloquer des dames, on veut bloquer des dames fortes chez lui, donc c'est cool d'avoir des mains comme roi 10, roi valet dans les mains. Donc j'ai pris ce combo là, ça va être mes seuls bluffs, roi 10, roi valet, mais j'ai roi 10 suit et roi valet off, et ça fait quand même pas quelques combos. Et ensuite j'ai mes overpairs qui vont jouer comme ça, qui vont bet small turn. Donc j'essaie de bet petit. Quand je bet petit, mon idée c'est d'accomplir, d'enlever de l'équité à des autofolds, donc qui vont être des as-6. Donc je suis content de faire fold des as-valet, des as-valet suit, des as-6 suit, qui vont autofold la turn.
Et je suis content d'attaquer ça. Et donc il a call, et là maintenant sa range elle est très capée. Et en gros c'est des pocket pairs assez souvent, et éventuellement probablement As Valet shoot, encore As 10 shoot qui call turn, des floats qui veulent encore call pour parce qu'il estime que j'ai encore des mains comme ces mains-là, tu vois, donc ça me dérange pas qu'il décide de call par-dessus le temps ces mains-là, mais ça va être très fréquence. Donc en gros, sa range c'est quoi, River, et la mienne c'est quoi? On arrive dans un nœud River où moi j'ai des overpairs, j'ai des bluffs et j'ai des dames, et sa range elle est plus composée de... Il y a quelques dames et il y a des pocket pairs principalement, et des mises draw de temps en temps, mais en gros c'est un peu ça. Le seul sizing que je peux utiliser River c'est cher, parce que quand je veux miser, je veux value bet quoi? Bah je veux value bet des dames et des overpairs, et j'ai pas de main intermédiaire. Donc c'est soit des dames, des overpairs et des bluffs. Et donc la conséquence, c'est qu'on va utiliser un bet qui est assez polarisé, donc c'est-à-dire entre des bluffs et des mains très fortes, donc un bet très cher. Donc l'idée c'était d'utiliser un gros sizing, ce que j'ai fait. En fait, quand j'ai revu la main, parce que sur le stream de PokerStars, j'avais dit que j'avais fait 110%, mais j'ai pas du tout fait ça en fait. J'ai regardé le replay et en fait j'ai mis 1,2 million dans 1,6 million. Il a quand même mis 2 minutes à payer avec paire de 9, ce qui est du coup un bon bluff, je pense, dans mes pieds. C'est vrai que dans ses pieds, il vaut mieux payer paire de 6, une no pocket pair, que payer paire de 9, parce qu'on va bloquer des bluffs chez moi, on va bloquer mes valets 9. Des mains comme ça, des 10 et 9, choses comme ça, 10 et 9 suit, valet 9 suit et tout. Je suis assez content de mon bluff. C'est un spot qui est dur à bluffer aussi, il le sait. Genre la line check, bet small, bet big river, c'est une line qui est très peu bluffée. Et voilà. En plus, j'avais une image assez tight. Enfin, voilà, j'avais pas montré un bluff encore par un showdown. Je pense qu'on a bien joué la main tous les deux en vrai. Je pense qu'il doit call aussi. Moi, je dois bluffer. Voilà quoi. Ouais, c'est clair, hein, sur le live, en tout cas, on sentait chez lui qu'il mettait vraiment beaucoup de temps et qu'il avait cette réflexion. Et tout ce qui était commentateur et commentaire, on était persuadé que tu avais fait le bon choix et de toute façon, tu étais le plus à même à faire la décision. C'est vrai qu'on était tous déçus quand il a payé, bien sûr, parce qu'on pensait que ça allait passer. Après, sur le reste du tournoi, en fait, tu as été un petit peu carte dead. Tu n'avais plus trop en fait, la possibilité de partir directement en open en fait, sur la table. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ta stratégie à partir de ce moment-là, quand tu fais tapis et il te restait plus que ça à faire en fait quand tu vois le flop avec tes cartes et tu vois que tu fais top pair avec le 10? Oui, mais en fait là maintenant dans une configuration où voilà, comme tu l'as bien mentionné, j'étais card dead. Alors ça fait vraiment 2 jours que j'étais card dead pour le coup, les gens parce qu'ils n'ont pas vu la demi-finale etc. Mais ça fait vraiment 2 jours que j'étais très card dead. J'ai dû voir bougie de roi une fois, j'ai eu 2 dames et ça j'ai vu une fois de roi, une fois de dame en 2 jours. C'est les meilleures mains que j'ai eu. J'ai jamais eu As-3 par exemple, je crois. Donc tu vois, j'ai eu paire de 8 de roi de dame, donc c'est dur en 2 jours. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Ça fait partie de l'effet de chance hein, évidemment dans le poker. Donc non, ce qui se passe c'est que du coup j'ai pris des spots de chauve, hein, j'ai fait tapis, je pense que le mec qui a fait le plus tapis en TF à mon avis. Donc j'ai pris beaucoup de spots quand même. J'ai quand même beaucoup pris de spots. Ça s'est fini que en fait je me suis retrouvé 7 blindes et le chip leader open. Donc l'erreur qu'il fait déjà c'est d'open 2x parce que en fait moi je sais que je vais défendre contre 2x, je vais défendre quasiment toute ma range à part peut-être 7 de off. Des mains comme ça, des 9 de off, 8 de off, mais j'aurais défendu 6-4 off par exemple, 5-3 off, donc je pense qu'il aurait dû sizer un peu plus gros pardon, pour m'empêcher de défendre toute ma range. Ça c'est un peu une erreur qu'il a faite. Du coup je décide de défendre évidemment 10 et 8, l'idée voilà c'est d'aller essayer de voir si on touche un flop etc. Le board incroyable 19x, hein, c'est un très bon board. J'ai pas stop and go parce que en fait, pourquoi stop and go quand il peut juste mettre de l'argent lui-même au milieu en bluff par exemple. Typiquement, s'il décide de se mettre As-4 off, As-5 off, il va bet fold et autant laisser miser lui-même ces mains-là, justement, pour prendre de la value, d'extirper la value contre ça, et enfin juste prendre des jetons en plus. Donc il n'y a pas d'intérêt à juste, c'est-à-dire donc bet all-in de moi-même, donc j'ai juste checké. Et il m'a mis à tapis directement. Donc là, quand il m'a mis à tapis, je suis encore plus serein parce que je sais qu'il ferait juste jamais ça avec ses mains très fortes. Donc j'avais un call évident, évidemment. Et après, le run-out est venu malheureusement. J'avais 80% turn quand même. Hein. Mais malheureusement, la Dame River m'a crucifié sur l'autel de la 5e place. Mais voilà, en tout cas, j'ai commencé la TF 5e, je finis 5e. Voilà, l'avance, entre guillemets, on va dire que la logique a été respectée, si je puis dire sur cette TF. Et voilà. C'est vraiment la Dame River qui est restée en fait dans ce spot, vraiment qui nous est resté en travers de la gorge, parce qu'on espérait tous une carte différente. Et c'est vrai qu'elle est arrivée au pire moment. Juste par contre une 5e place pour 261 700 €, c'est énorme. Et puis même t'as fait la fierté des Français et de ton entourage. On a vu autour de toi que t'avais une team qui te supportait, des gens qui sont venus te regarder, donc un deep run de fou. Décris-nous tes émotions en fait sur la table finale, sur tes derniers moments et quand t'as su que c'était fini mais t'avais fait un tournoi de dingue quoi.
Non, j'avais mes amis qui ont fait le déplacement, ils ont fait comme 10 heures de route, 11 heures de route parce que là je viens de revenir à Monaco, là je l'ai dit tout à l'heure. Donc j'ai su ce que c'était de faire 11 heures de route en voiture sous la pluie et enfin voilà. Et ouais, j'ai de la chance, mon meilleur ami est venu avec sa copine, j'ai un de mes meilleurs amis, un autre meilleur ami qui est venu. Et ouais, du coup ils sont venus, j'ai aussi ma famille parce qu'on les a pas vus, mais en fait j'ai ma famille du sud de la France qui a fait le déplacement aussi, ils sont arrivés un peu trop tard, ils sont arrivés après que j'ai bust. Mais voilà, donc j'ai une petite partie de ma famille qui est venue et mes potes de poker, et c'est la première fois dans ma carrière en fait où j'ai mes amis en dehors du poker, ma famille et mes potes de poker qui sont là et autour de moi, et c'est probablement un des meilleurs, je pense que c'est presque ma meilleure expérience dans le poker, même mieux que le bracelet je pense, parce que en fait j'avais les gens sur place avec qui vivent l'instant T, là, le moment présent, et vivre ce deep run là avec les gens qu'on aime, en fait ça y a rien de comparable quoi. Même évidemment la sensation de bracelet, l'accomplissement en tel, l'exploit est incroyable, mais le fait d'avoir les gens qu'on aime le plus autour de nous, ça est dans un moment ultra important pour nous, et le partage avec eux, ça y a rien de comparable quoi. Genre je pourrais mettre rien au-dessus de cette TF. Il y a aussi tout le soutien des Français, du coup un gros merci aussi, je sais que j'étais énormément soutenu sur les réseaux, parce que je viens du milieu amateur de base, ça fait chaud au cœur d'être soutenu autant. On m'a dit aussi qu'après que j'ai busté, il y a plein de mecs qui avaient quitté le stream, genre 3000 personnes qui avaient quitté, enfin c'était vraiment n'importe quoi. Donc ouais, c'est cool, ça fait vraiment plaisir de pouvoir représenter, et puis représenter la France aussi. Toujours un truc voilà, qui me tient beaucoup à cœur. En plus là les gars avaient ramené le drapeau de la France, enfin, voilà. Je me suis surpris dans plein de spots, j'ai été très précis tout le temps, donc je suis très fier de moi. C'est vraiment la première fois dans ma carrière où je suis autant satisfait de moi. C'est le moins bon résultat que j'ai fait, on va dire, entre guillemets, sur une TF, une grosse TF. Enfin bon, ma meilleure expérience quoi. Bah super, merci beaucoup Jonathan de nous avoir accordé ce temps pour nous raconter l'exploit que tu viens de nous partager la semaine dernière et samedi dernier sur le tournoi de l'EPT à Monte Carlo. Maintenant, ça va être quoi ton programme pour la suite? Est-ce que tu as des tournois de prévus, etc.? Eh ben écoute, là ça va être repos, hein. Je devais aller à Chypre de base, donc le programme c'était d'aller à Chypre directement. D'ailleurs j'ai manqué mon avion, c'était un peu l'idée, j'avais prévu de partir à Chypre pour le D5 du coup, parce que je me suis dit bon, on va quand même prendre le billet au D5, normalement c'est quand même rare de d'y prendre un gros main event comme ça. Bon, du coup, j'ai manqué mon avion. Donc là, non, c'était repos vraiment. J'ai joué 8 jours non-stop parce que juste avant de jouer le PT, j'avais joué le 2000. 10 jours au poker, 10 heures par jour minimum tous les jours. Donc là, j'étais vraiment, surtout avec la contre-coup, l'adrénaline et tout. Je vais pas forcément beaucoup jouer à Vegas cette année pour le coup. Je vais essayer vraiment de me préserver sur des plus gros events. La perf que j'ai fait, ça me permet aussi justement mais ça va me permettre vraiment de jouer peut-être un poil plus cher, moins d'events. Voilà, vraiment d'aller battle peut-être un poil plus, voilà, de juste me focaliser sur les plus gros events du festival avec des gros prize pools. Et voilà quoi. Donc l'idée c'est ça. Et puis voilà, essayer d'aller chercher un deuxième bracelet, troisième, quatrième, cinquième. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'aller, clairement, c'est d'aller marquer le poker français. Et je l'ai toujours dit, j'ai toujours été ambitieux, je l'ai toujours assumé. Donc déjà, faire une TF de 1 dans une carrière, c'est exceptionnel, mais alors en faire 3, voilà, c'est incroyable. Et je suis encore très gratifiant pour tout ça, pour toute la réussite que j'ai eue. Il y a aussi beaucoup de travail derrière, évidemment, mais je suis quand même très reconnaissant de tout ce qui m'est arrivé. Et voilà quoi, l'idée c'est d'aller chercher le plus de titres possible et voilà, pourquoi pas être le français avec le plus de titres à la fin de ma carrière, en tout cas le plus de bracelets. Et s'il y a un EPT, un double EPT qui se greffe, tant mieux. C'est que du bonheur en tout cas. Et ouais, je joue ces tournois-là pour les gagner et pour marquer l'histoire quoi. Moi j'ai juste un seul mot à te dire, c'est félicitations encore une fois. On va te souhaiter le meilleur pour les prochains tournois. Et puis que tu continues à nous faire vibrer sur tous ces tournois-là. Et puis que tu portes haut les couleurs de la France. Donc merci encore pour l'interview. Merci à toi. Merci.